Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Le mois prochain sera le mois de l'histoire des Noirs et bien évidemment, il y aura plusieurs événements. Il nous a semblé important de pouvoir parler de la place des femmes au sein de la communauté noire et plus particulièrement la beauté de la femme noire. Pour ce faire, nous avons invité Abissara Machold, oui, qui a créé Inheritance, un spa pour les boucles, pour les cheveux bouclés, crépus, frisés, pour nous parler de la beauté de la femme noire. Comment est-ce que cette dimension liée à l'universalité de la beauté qui, en général, ne met pas forcément en avant la beauté noire, et plus particulièrement sur nos cheveux, comment est-ce qu'on pourrait le valoriser encore plus? Ok, c'est ça la question. C'est ça la question, parce que on est quand même en 2019, et quand on pense à beauté, on ne pense pas forcément à la femme noire. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, est-ce que vous savez que sur Facebook, la femme noire est la femme qui est la plus critiquée, la plus injuriée de toutes les autres communautés? Ça ne me surprend vraiment pas, malheureusement, ça ne me surprend pas. Ça fait mal de l'entendre quand même, quand c'est dit officiellement, parce que c'est, je crois, une statistique qui fait preuve en fait à notre réalité, que n'importe quelle direction, parfois on prend, on est critiqué pour. Si on est trop proactif, on devient agressif. C'est ça. Si on est trop calme, on n'est pas nonchalant. Exactement. Il y a toujours quelque chose à critiquer, ça paraît. Et je crois que, en fait, de quoi tu as parlé de mois d'histoire du noir, février, on a seulement un mois, on prend vraiment 7 mois pour encore se rappeler, en fait, de notre beauté, de notre culture et de tout notre accomplissement. Pas seulement comme femme, mais naturellement aussi comme peuple. Et la beauté noire tombe dedans. Ça veut dire la façon comment nous, on s'identifie comme femmes noires a beaucoup à voir avec notre parcours, notre voyage, notre histoire, on peut littéralement dire. L'histoire qui est quand même très influencée par le malheur, par l'oppression, par la violence, par l'agression. Et cette pression, j'aurais dit, a laissé les traces très visibles sur nos corps, visibles sur notre intérieur. On a bien internalisé pas mal de stéréotypes, de colonialisme, de pensées impérialistes et sexistes et racistes naturellement, qui se articulent dans notre façon, comment nous on gère notre vie, comment on se comporte aussi dans la société. Et je crois sur le tableau, sur la plateforme de la beauté, il y a pas mal de traces qui sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Quand les femmes elles viennent au salon, est-ce que vous sentez chez certaines une vraie souffrance liée à leur identité culturelle, liée au fait qu'il faudrait qu'elles travaillent un peu plus leurs cheveux, liée à cet héritage culturel? Est-ce que c'est une vraie souffrance ou est-ce que finalement ça paraît assez simple? Parce que oui, on a toutes rêvé à un moment de se dire peut-être que si j'avais eu les cheveux longs et lisses, ma vie serait beaucoup plus simple. Absolument, je crois ça reste exactement le pensée que moi-même j'avais avec 8 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans, 23 ans. C'est quelque chose qui s'est toujours répété en fait. Si je pourrais seulement faire comme ça, tous mes problèmes seront vanis, c'est sûr. Mais oui, si on entre en fait un tout petit peu plus profondément dans ce sujet, naturellement les gens viennent avec une vraie souffrance. Et c'est pour exactement cette raison, on ne parle plus d'un salon, on ne parle plus seulement d'un aspect cosmétique, on parle du cheveu naturel et de les soigner et de commencer à comprendre comment prendre soin en fait de ses propres cheveux. Avec l'exodus noir, avec le génocide noir, on a perdu, et avec le colonialisme, pareil, on a littéralement perdu notre savoir, notre connaissance, comment dealer avec nos cheveux, avec notre texture naturelle. Qu'est-ce que va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Ça veut dire on est arrivé dans les Américas, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, pas seulement, on va dire pas
on n'est pas venu sans savoir, mais on a tout fait pour qu'on perde ce savoir. On nous a rasés, on nous a déhumanisés, on est devenus les objets. Ça veut dire le titre d'être une femme est seulement réduire à la reproduction, de faire plus des autres objets qui travaillent pour un système économique qui est géré par white supremacism, white supremacists. So là, on est arrivé où on discute, on va dire beauté, une luxe qui n'a rien à voir avec notre survival, avec notre survécu. Et avec cette histoire, on arrive aujourd'hui où les cheveux sont une vraie plateforme de discours politique. Ça veut dire d'engagement, exactement. On regarde les années 60, 70, où l'afro a vraiment eu une symbole de significance pour le militantisme, pour la rébellion, pour la révolution noire et pour une certaine émancipation aussi. So, on s'est battu à côté de nos frères avec un afro et ça, c'était vraiment notre symbole de cette progression que nous, maintenant, on s'est défini par nous-mêmes. On laisse les cheveux naturels. C'est plus toi qui peux me définir, qui peut me dire c'est comme ça que tu vas être civilisé, c'est comme ça que tu es bien assimilé, c'est comme ça que tu entres dans toutes les catégories qui sont déjà préfabriquées pour toi. So, on a essayé d'exploser cette catégorie, de se créer le chemin par nous-mêmes. Et après, comme après chaque phase, en fait, de révolution, de grande émancipation, on va dire, tout est un peu tombé encore dans le status quo d'avant. Ça veut dire là, on a essayé de quand même vraiment percer dans une économie, dans un pays, dans les national states, on va dire, qui sont quand même contrôlés par le blanc, qui sont quand même contrôlés par une standard normatif qui va maintenant déclarer c'est quoi la vraie beauté. Et on sort, on tombe en fait, on n'est pas dans cette catégorie, surtout pas comme femme noire. Mais est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une dimension économique qui est importante? Absolument. Est-ce que c'est parce que la communauté noire majoritairement ne dispose pas du pouvoir économique? Je crois que c'est très lié ensemble parce que regardez, si on regarde vraiment les années 60, 70 et la violence avec laquelle toute cette révolution en fait était arrêtée. Naturellement, ça laisse aussi encore les traces, ça donne un message très clair. Si tu veux être militante, si tu veux être révolutionnaire, c'est bien bon pour pousser ton afro, mais tu vas être marginalisé. Tu ne vas pas avoir d'accès à la vie quotidienne, au succès, à une carrière qui t'avance, qui avance ta famille, qui te permet en fait d'envoyer tes enfants aux écoles privées. So, si tu veux jouer dans cette American Dream, right? Ça va être avec une certaine catégorie, exactement. Est-ce que parce que certaines femmes se plaignent du fait qu'elles sont obligées de se lisser les cheveux, même si elles ne le veulent pas, pour être dans le standard, dans leur entreprise. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur proposez quand elles viennent vous voir? Honnêtement, Carole, c'est super difficile parce que, comme tu as dit, cet aspect économique est vrai. Et ça, c'est real, c'est un vrai problème. Ça veut dire, si la cliente vient, elle me dit, regarde, je travaille dans une banque, je peux pas perdre mon job. Je dois nourrir mes enfants, je dois nourrir ma famille. Pareil pour les gens qui sont dans les médias, on a pas mal de clientes qui sont vraiment dans l'œil public et pour eux, c'est pas seulement une décision qui parle de leur émancipation intérieure, mais ça parle vraiment de leur carrière, de fermer ou ouvrir les portes pour leur futur. Et là, l'option que beaucoup prennent, c'est les perruques. Ça veut dire qu'ils gardent leurs cheveux naturels en dessous. Nous, on les assiste avec tous les soins naturels, avec les savoirs comment les traiter, comment prendre soin. Ça veut dire le week-end, c'est leur moment de liberté. Exactement, de célébrer leur culture, leur héritage, de sentir leur texture, de se sentir libre en fait. Ouais, et pendant la semaine, ils entrent dans le costume, on va dire, avec la perruque. Et ils sont très conscients de ça. Ça veut dire qu'ils jouent quand même une certaine rôle pendant la journée, pendant les heures d'ouverture. Mais c'est aussi une forme de violence. Absolument. Et c'est une réalité avec laquelle on est confronté chaque jour. So, c'est même plus choquant pour moi, c'est la réalité avec laquelle on vit. C'est sûr que nous sommes là, toi, moi, tous les gens qui sont dans l'éducation de pas seulement notre communauté, mais aussi du communauté ailleurs,
pour en fait ouvrir plus en plus d'espaces qui nous permettent de rester nous-mêmes et pendant qu'on fait notre job, pendant qu'on on est notre meilleur nous en fait. On revient dans quelques instants pour continuer sur notre sujet et surtout parler de quelle manière est-ce que nous on pourrait imposer peut-être un nouveau dictat de la beauté. J'adore la question. J'adore. Je pense qu'il serait temps, ne serait-ce que pour les générations futures, on va parler des petites filles. J'adore. Abisara, quand les personnes viennent vous voir, ces femmes viennent vous voir pour leurs cheveux, on parlait tout à l'heure du diktat de la société par rapport à leur travail. Vous parliez des femmes dans le média, les femmes dans les banques, les femmes en représentation. C'est très compliqué de garder un look, on va dire, naturel. Ça l'est encore plus pour... Est-ce que vous ressentez cette souffrance comme une forme d'héritage qui se transmet de génération en génération? Parce qu'on voit aussi les petites filles. Quand vous êtes une petite fille qui grandissait dans un environnement majoritairement blanc et que vous êtes la seule à avoir des cheveux crépus, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut encore rencontrer à notre époque aujourd'hui? Mais oui. C'est triste de le dire, mais oui. Malheureusement, on le rencontre aujourd'hui encore comme... Moi, c'était la même réalité. J'étais toujours la seule fille noire, seul enfant noir, jusque ma petite sœur est venue dans l'école. Ouais, j'ai subi ça, mais c'est sûr que aujourd'hui, au Québec, à Montréal, mais aussi ailleurs, ça peut être en France, ça peut être en Europe, n'importe où en fait, il y a encore cette réalité. Surtout si tu n'es pas dans un environnement complètement urbain. Ouais. Mais même dans les villes, dans les grandes villes, c'est pas toujours évident d'être naturel. Ça veut dire comme petite fille, tu peux être bien fière qui tu es, mais ça veut pas dire que tu es fière de tes cheveux naturels qui sont encore considérés crépus, nappy, kinky. On a tellement de mots pour décrire en fait les mauvais cheveux. Et ouais, même si il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer. Je ne vais pas dire que je suis pessimiste par rapport au futur. Je crois qu'il y a beaucoup les magnifiques tendances en fait qui sont en train de s'implémenter. Et spécialement notre génération, elle est en train de vraiment se battre pour cette génération qui vient, pour qu'ils ne doivent pas subir la même chose et pour qu'ils peuvent se sentir complètement différents. Ils ne doivent pas traverser les mêmes étapes comme nous. Ouais. Et aussi, on a beaucoup d'enfants qui ont été adoptés par des parents qui ne savent pas comment entretenir les cheveux et qui, du coup, les enfants sont les cheveux ne sont pas entretenus. Or, on sait à quel point c'est important d'entretenir nos cheveux. J'adore que tu parles de ça parce que dans le salon, je l'ai vu vraiment direct et pratiquement. On a fait les ateliers aussi avec les parents. Et nous, on se dit, c'est sûr que toutes les mamans blanches, les mamans qui ont adopté les parents, c'était pas seulement les mamans, mais les parents adoptifs, en fait, ils vont être les plus perdus. C'était absolument choquant pour nous que les mamans blanches qui ont toutes eu super peur, comme « Oh my God, tous les autres mamans savent exactement quoi faire, ils sont noirs, ça vient de leur culture, et moi je suis là complètement perdue avec mon enfant métissé ou adopté ou noir en tout cas, et je ne sais pas quoi faire. » Mais ils étaient très surpris et ça fait vraiment une belle lien après, c'était de réaliser que les mamans africaines aussi, enfin les mamans noires aussi. Les mamans noires de toute origine africaine dans cet atelier savent rien non plus. C'était choquant pour nous, c'était choquant pour les femmes blanches parce qu'ils se sont retrouvés exactement sur le même plancher, le même niveau en fait que eux. Et c'est là où tu réalises comment cette violence, cette perte de culture, d'information en fait est ingréné et deep et profond. En fait, eux-mêmes, ils n'ont pas touché leur propre texture. Ça fait 40 ans, ils ont texturized, lissé ou altéré leurs cheveux chimiquement. Ils sont plus capables de vraiment gérer, faire avec ou savoir vraiment qu'est-ce que les cheveux de leurs enfants ont besoin. Beaucoup de fois, c'est eux qui ont tout de suite lissé les cheveux de leurs filles parce que c'est le seul truc qu'ils savent faire, tu vois. Et là, ils étaient dans cet atelier en train de prendre les informations. Maintenant, comment je peux gérer les cheveux de ma fille naturelle? Et c'est une grande
on va dire, pensé, like a false belief. On a vraiment pensé que ça va être comme ça, mais en fait, non, ça tournait et ça soignait pas mal de stéréotypes, je crois qu'on porte tous. Absolument, Exactement, toutes les communautés sont affectées par cette perte de culture, par cette perte d'identité, presque. Hein. Et les petites filles, est-ce que tu as une remarque, tu as entendu une remarque, une histoire qu'une petite fille peut-être aurait pu te faire part pour que tu puisses aller encore plus loin sur comment l'aider? Parce que on sait toutes, quand on a des petites filles noires, ce sentiment de se sentir isolée. Comment est-ce que tu les encourages à être fières de leurs cheveux? Je crois beaucoup se passe sans parler, sans parole en fait. Déjà, si la maman est beaucoup plus fière d'elle, de ses cheveux, ça c'est un message qui est sublime en fait, qui est là, qui est subtle, subliminal, subliminal exactement. Et c'est une image que la petite fille va internaliser sans qu'elle est au courant. C'est ça qui se passe en fait. Qu'est-ce que se passe? On est là pour les enfants, on est là pour le maman. On est vraiment là avec les conseils très concrets. Si la personne est prête de parler de toutes ces douleurs, naturellement, on est là pour écouter. C'est hyper important pour nous de vraiment offrir un espace safe, un espace sécure pour exactement cette souffrance, pour cette douleur, pour cette manque de connaissances, pour même une certaine honte que les femmes sentent en fait dans elles, tu vois, une honte de leurs cheveux, de se plus sentir belle, une honte par rapport à être maman, de ne pas être capable de se sentir fière et belle comme femme noire naturelle. Tout ça, ça accumule une certaine culpabilité même. On est là pour vraiment parler de tous ces sujets parce qu'on passe tous par là. On a beaucoup d'expérience dans ce sujet. Je crois que c'est très différent de parler avec une co-souffrante qu'avec quelqu'un qui connaît en fait, qu'avec une thérapeute. C'est pas la même chose. Nous, on partage nos vies, nos expériences. Mais en même temps, on est là avec les outils concrets. Qu'est-ce qu'on fait chaque semaine pour maintenant créer cet moment avec ta fille, à quality time, en fait, de vraiment, oui, faire les cheveux. Tu vois, avant, on a fait ça en Afrique, on a pris ce moment, on les fait aussi dans les diasporas, toutes les tresses, toutes les coiffures qui ont survécu toute cette holocauste, mais c'est incroyable en fait, combien de cultures quand même est resté, combien de pratiques, on est dit, exactement, on a encore, ça veut dire, ça c'est quand même là, il y a quand même une incroyable, une force, un pouvoir qui est dans cet héritage qui reste. Et pourquoi pas utiliser ce moment pour créer une magnifique moment avec toi et ta fille, pour parler, c'est comment ça s'est passé la semaine et pas toujours associé de faire ses cheveux, ça veut dire souffrance. Un moment de souffrance. Or, parce que ça, c'était exactement ça pour moi. Chaque semaine, dimanche, ma mère a fait notre cheveux, moi et ma sœur. C'était comme, OK, prépare-toi pour pleurer. Et c'était vraiment ça. Je me suis déjà, mentalement, c'était comme, OK. Ça va être mon moment de souffrance. Tu es là, tu vois. Et c'est triste parce que ça faisait mal. Elle ne savait pas comment gérer. On avait une beauté de conditioner dans nos cheveux. Elle a essayé de démêler, mais c'était rien que la souffrance. J'ai jamais associé ça comme un moment de beauté avec ma maman. Pas du tout. C'était vraiment torture. Et nous, on essaye de exactement changer ça. Parce que c'est vraiment le moment pratique qui sont importants. Un enfant n'a besoin pas d'une analyse du concept, visualisation de nouvelles révolutions. C'est pas ça qu'il nous faut. C'est vraiment seulement un moment agréable avec ta maman qui démêle tes cheveux en racontant une histoire, les blagues, et c'est fait. Et ça, c'est possible avec les produits naturels et avec les outils qu'on donne aux mamans. Et j'y crois, ça commence avec les baby steps comme ça. Et déjà, oui, elle voit que maman... au salon, la dernière fois, j'ai vu qu'une maman était venue avec sa petite fille. Exactement. C'était quoi? Elle devait peut-être avoir 2 ans? Oui, absolument. Non, on a vraiment même les bébés, les mamans sont là pour apprendre. Et surtout les mamans blanches, ils savent qu'ils ne savent pas. Ça, c'est plus facile dans le sens parce qu'ils cherchent de l'aide très, très, très facilement. Mais naturellement, aussi, beaucoup de femmes noires sont en train de réaliser, OK, moi, je ne veux pas que ma fille va faire les mêmes erreurs que moi. Je veux commencer dès le début, exactement très tôt, et l'éduquer avec une autre information que moi, je n'avais pas à ce moment. Et là, nous, on est vraiment contents parce qu'on peut en fait donner tout ce qu'on a offert et c'est plein d'informations et plein des outils vraiment pratiques.
Si tu avais un seul message à partager, lequel serait-il et quel vœu tu formulerais à toutes les femmes noires et à toutes les petites filles noires? OK. Oui, c'est pas toujours facile de le mettre dans un mot. Je vais essayer. Rapidement, je voulais seulement dire que je crois l'empowerment, surtout pour moi, l'histoire du noir, et surtout aussi sur un niveau économique pour les femmes. Quand on parle des cheveux noirs, c'est très facilement perçu ou aperçu en fait que, ouais, c'est un truc petit, décorative, qui nous aide quand même à notre estime de soi. Mais la partie qui est très importante aussi à mentionner, je crois, c'est tout l'aspect économique derrière, que dans cette mouvance cheveux naturels, de s'émanciper, de se retrouver et réapproprier son identité fière et naturelle et belle, il y a une économie noire. Il y a les femmes noires qui, en fait, produisent ce produit, qui font la manufacturation, c'est ça, de ces produits, qui font la distribution. Et en célébrant ta culture, ton héritage, en fait, tu soutiens les autres femmes, les autres familles noires. Moi, je le réalise aussi dans mon équipe, qui est 100% noire, de toute la sphère de diaspora. On parle de 16 femmes et 4 hommes. Combler tous ensemble, je trouve que ça fait partir encore de cette économie, de la rendre plus forte. Et naturellement, de penser à plusieurs façons comment on peut se donner la force. Maintenant, nous, on est en train d'ouvrir une franchise en Martinique. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un problème local, c'est quelque chose qu'on peut planter partout, exporter. Exactement, il y a les femmes en Martinique qui sont tellement prêtes à s'assumer, qui l'ont fait depuis, mais qui sont prêtes maintenant de aussi accueillir un nouvel espace sécurisé sur ça. So Inheritance Martinique va s'ouvrir dans le mois d'Histoire du Noir, le 9 février. Je suis tellement contente que ça tombe dedans, en fait, c'est ça. Et si on parle maintenant de tous les petits-enfants qui ne sont pas seulement à Montréal, mais qui sont vraiment partout, c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire, en fait, que c'est partout sur le monde, c'est de vraiment, vraiment se rappeler où on vient et où on veut partir. Je crois la partie qui m'a donné le plus confiance ou vraiment qui m'a soulagée dans les moments les plus durs de ma vie, c'était toujours de me rappeler de mes ancêtres, de réaliser qu'est-ce que les femmes noires ont accompli pendant l'histoire. C'est absolument incroyable. So, moi, l'appel à chaque femme, à chaque homme noir, c'est vraiment de se renseigner sur leur histoire, sur leur héritage culturel, politique, économique, parce que c'est en fait ce savoir qui va te armer pour toutes les difficultés, pour tous les obstacles qui sont là, qui font partie de notre réalité, notre présence maintenant, naturellement aussi notre futur, mais qui nous montrent surtout aussi jusqu'à quel point on est capable, jusqu'à quel point on est incroyable, magnifique, brillante. Et ça va réallumer la petite lumière qui chacun de nous porte, cette lumière qui a après la force d'encore inspirer beaucoup plus de gens parce que toi-même, tu as osé, tu as eu le courage d'être ton meilleur toi. Et je crois, ça, c'est tout ce que tu peux faire. Si tu essaies de vraiment réaliser ta meilleure version de toi, tu vas donner le courage, en fait, à tout le monde de faire pareil. Et ouais, je crois si on est comblés et ensemble avec cette force, avec cette lumière, on saute par rapport à marcher lentement. Très bien, mais ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci aussi, Carole. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur notre chaîne YouTube, en likant et en partageant cette émission. Merci beaucoup. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.